Bonjour à tous et bienvenue à cette session dédiée à la navigation dans l'écosystème de l'IA générative. Je suis ravi de modérer cette session pour Lydia, Solution Architect chez AWS, où nous explorerons les outils et techniques et les meilleures pratiques pour tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle générative dans vos projets. Donc, je vais repasser la parole à Lydia pour qu'elle nous fasse la présentation. Merci. Merci Souleymane. Je vais juste repartir sur la présentation. Parfait. Bonjour à tous. Donc, je vais d'abord me présenter. Donc, Lydia Kelfoun. Je travaille chez AWS, Amazon Web Services, depuis maintenant 3 ans. Donc, je suis Solution Architect et je m'occupe des clients français qui commencent vers AWS. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on va naviguer dans l'écosystème de l'IA générative. Donc, vous pouvez mettre d'ailleurs dans le chat si vous utilisez ChatGPT de manière quotidienne ou si vous commencez à travailler avec de l'IA générative. Mais donc, l'idée aujourd'hui, c'est de remettre tout le monde sur les mêmes bases, comprendre pourquoi ça a bougé et ensuite faire une session un peu plus technique pour vraiment voir les techniques pour utiliser l'IA générative. Donc, on va commencer par vraiment définir le début, le commencement. Ensuite, on va voir les différents acteurs sur lesquels vous allez avoir de la croissance ou vous allez pouvoir travailler avec eux. Ensuite, on va voir donc des cas d'usage spécifiques à l'Afrique et les nouvelles startups qui émergent sur le continent africain. Et ensuite, donc l'IA générative, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi des inconvénients ou des risques qu'il faut surveiller. Enfin, donc, je vous présenterai donc, les actualités du mois sur qu'est-ce qui se passe en ce moment sur l'IA générative parce que ça bouge énormément. Et je vous montrerai 2-3 conseils sur lesquels vous pouvez commencer à avancer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'intelligence artificielle. Si vous êtes data scientist, vous pouvez mettre d'ailleurs dans le chat quel est votre rôle. Mais donc, l'idée, c'est juste qu'on recommence à poser les bases de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez d'abord l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, vous avez d'abord le machine learning. Qu'est-ce que c'est le machine learning? Ça va être des modèles d'apprentissage automatique qui vont être plutôt simples, mais qui vont devoir être entraînés à partir de données. Donc, l'exemple qu'on prend, le plus simple, ça va être, par exemple, la prédiction du prix d'une maison. Donc, on va avoir différents paramètres, comme la ville, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, la superficie. Donc, on va avoir des données, dans mon exemple, tabulaires. Et on va les mettre dans un modèle de machine learning qui va apprendre des patterns. Et à partir de ça, il va comprendre et il va pouvoir nous donner des prédictions. Donc, au début, je vais lui donner un tableau tabulaire que je vais mettre dans un modèle. Et ensuite, dans ce modèle, je vais avoir comme output des données simples. Donc, si je reprends mon exemple des maisons, je vais dire que j'ai envie de vendre actuellement une maison avec une superficie de 200 mètres carrés, avec une chambre, avec 3 salles de bain. Et là, il va me dire, OK, le prix d'estimation de la maison est de 200 000 euros, 200 000 dinars, la valeur que vous voulez. Ça, c'est le machine learning. Ensuite, sur le deep learning, donc c'est l'apprentissage profond. Là, on va utiliser plutôt des réseaux de neurones. Donc là, c'est des modèles d'intelligence artificielle qui sont plus complexes. Et là, on va plutôt traiter des données qui sont non structurées, comme des images, du son ou du texte. Avec les modèles de fondation, ou on va appeler sinon LLM, Large Language Models, on va être sur des modèles qui vont être beaucoup plus gros, qui vont avoir des milliards et plutôt des milliards de paramètres, donc ils sont très difficiles pour l'humain d'entraîner. Et là, on va plutôt être sur de la génération de contenu, que ce soit du texte, des images ou du son. Et là, on y va vraiment apprendre de plein de corpus différents, de plein d'images différentes pour pouvoir sortir des résultats très complexes. Donc ici, en input, on va lui donner ce qu'on appelle un prompt.
Donc, on va lui dire, par exemple, dessine-moi une maison avec un jardin et des arbres sur ce jardin. À partir de là, donc il aura déjà appris plein d'images différentes, comment dessiner une maison avec des arbres, et donc il va nous sortir cette image-là. Donc évidemment, avec les modèles de fondation, il faut être le plus descriptif possible. Parce que si on lui demande de faire dessiner un arbre avec une maison avec des arbres dans un jardin, il peut nous dessiner une maison énorme, voire un château ou une petite cabane. Donc il faut être le plus descriptif possible sur la tâche qu'on lui demande. Et donc si on revient sur les modèles de fondation, on connaît les modèles de fondation et l'IA générative depuis GPT 3.5, depuis novembre 2022. Mais en fait, si on retourne un peu en arrière, GPT-2, il a été sorti en février 2019. Donc moi, personnellement, même moi qui travaille dans la tech, je n'avais jamais entendu parler de GPT-2. Et donc en fait, vous avez eu des évolutions. Donc en 2020, vous avez eu GPT-3. En 2021, donc vous avez eu DALL-E pour la génération d'images. Midjourney aussi, ils font de la génération d'images. Et en fait, c'est vraiment avec GPT 3.5 que ça a fait un buzz mondial. Mais en fait, l'IA générative, et ça peut-être que je ne sais pas si vous le savez, mais les premiers travaux, ils sont sortis en 2014. En 2014, on a des chercheurs qui ont commencé à faire des modèles de réseaux de neurones qui commençaient à générer du texte. Donc le résultat n'était pas aussi bien qu'aujourd'hui. Mais les premiers résultats sont arrivés en 2014 et en 2017, c'est là qu'on a eu des premières générations de textes qui ont été plus intéressantes pour l'humain. Donc, on n'entend parler que depuis novembre 2022, mais ça existe déjà depuis quelques années. Et qu'est-ce qui explique ce succès mondial? On va le voir, mais je voulais juste vous donner des chiffres parce que j'étais intéressée par voir l'impact de ChatGPT et d'OpenAI. Donc OpenAI, c'est l'entreprise qui a sorti ChatGPT. Donc entre le 20 novembre et le 1er décembre 2022, j'ai trouvé sur Google Actualité, en tapant juste le mot-clé OpenAI et ChatGPT, 2 articles par date. Donc vous voyez que c'est pas beaucoup. Après ChatGPT, donc GPT 3.5, entre le 1er et le 5 décembre, vous voyez, il y a 50 000 articles qui parlent de OpenAI et 65 000 de ChatGPT. Et entre le 6 décembre et le 11 décembre, c'est 2 fois plus. Donc on voit totalement que c'est un succès mondial, qu'on en parle aujourd'hui, donc c'est toujours d'actualité, et qu'on va voir pourquoi c'est intéressant en tant que développeur, en tant qu'utilisateur d'une application, pourquoi l'IA générative est intéressante. Et si je peux rajouter un truc par rapport à ChatGPT, pourquoi c'est intéressant? C'est que c'était la première fois où on avait une interface graphique. Donc on pouvait parler comme un chatbot. Donc c'était très intéressant et même très drôle parfois de challenger ChatGPT pour voir quelle est la réponse qu'il allait nous donner. Ensuite, c'était accessible de manière gratuite. Donc en fait, tout le monde pouvait l'utiliser. Donc il y a eu ça a été d'abord ouvert aux Américains et au fur et à mesure, ça a été ouvert à tout le monde. Mais donc c'était gratuit et on voyait tout de suite la valeur. On lui posait une question, donc un prompt, et on voyait que finalement, ça nous générait du texte de très bonne qualité. Et ensuite, on a aussi les changements de recherche. Parfois, quand on veut rechercher quelque chose sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, on va devoir chercher dans plusieurs articles, dans plusieurs sites web la réponse. Alors que là, ChatGPT fait un peu le travail pour nous. On va lui poser la question, il va nous sortir tout de suite la réponse. Il ne nous donne pas la source de la réponse et on en parlera tout à l'heure. Et pourquoi maintenant? C'est aussi du fait qu'on ait de plus en plus de données qui arrivent, que ce soit la génération de nos cookies, la création de contenu qu'on expose sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, on va pouvoir les mettre ensemble et apprendre de ces données-là.
Ensuite, on va voir la disponibilité des capacités de calcul. Donc, on va voir d'une part les cloud providers comme AWS qui vont mettre à disposition de l'hardware, du CPU, du GPU, sur lequel on va pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui vont être de plus en plus rapides. Et on va avoir aussi la capacité justement d'accéder plus facilement à ces ressources hardware et à un coût plus intéressant avec le cloud computing. Puisqu'en fait, on va partager ces ressources avec d'autres personnes, et du coup, ce qui va baisser le coût d'utilisation et qu'avec le cloud, je vous rappelle, si vous utilisez une instance EC2 par exemple pendant 1 heure, vous allez la payer qu'une seule heure. Et si vous avez besoin d'une instance plus grande, vous pouvez arrêter l'instance et en démarrer une autre plus grande. Et enfin, donc vous avez la partie recherche et développement. Vous avez énormément de scientifiques qui travaillent sur l'intelligence artificielle, notamment aux États-Unis, où ils sont très forts, où a émergé OpenAI. Et donc voilà, on fait de plus en plus d'avancées sur l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ça a été des facteurs qui ont fait que maintenant, on a l'IA générative et que tout le monde veut l'utiliser parce qu'on voit vraiment la valeur de ces algorithmes-là. Ils sont plutôt faciles à utiliser pour des personnes lambda, on va dire, et on voit tout de suite la valeur que ça peut apporter. Donc maintenant, on va voir les acteurs pour que vous compreniez qu'est-ce qui va bouger dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. On va vraiment avoir 4 acteurs. On va voir le premier, ça va être plutôt la partie hardware et infrastructure, composants électroniques et les infrastructures qui vont nous permettre d'accéder à ces composants. Ensuite, on a des modèles de fondation, donc les algorithmes d'intelligence artificielle générative qui vont nous permettre d'accélérer notre business. Et enfin, on a les applications, les startups qui vont utiliser ces algorithmes pour créer ou répondre à de nouveaux besoins. On va commencer par les composants électroniques. Alors, il n'y a pas besoin de lire la slide. Je sais que c'est très petit. On va juste partir de l'essentiel sur les cases qui sont oranges. Donc là, ce diagramme, ça représente en fait tout l'écosystème de la conception des cartes électroniques, des composants électroniques qui vont nous être importants et obligatoires pour l'IA générative. Donc, on va voir évidemment toute la partie matériel brut, donc tous les composants comme le silicium, comme le germanium, le gallium, qui vont être nécessaires pour construire ces cartes électroniques. On va avoir aussi donc toutes les personnes, tous les logiciels qui permettent de designer ces circuits électroniques. On va avoir également toutes les usines qui vont construire ces composants électroniques, pardon. Et tout ça, donc elles vont il y a des entreprises soit qui vont le faire par eux-mêmes, soit qui vont aussi faire appel à des prestataires pour construire ces composants électroniques. On va avoir également des fonderies qui vont utiliser les matériaux bruts pour pouvoir les fondre et pour pouvoir les utiliser pour concevoir les composants électroniques. Donc, vous aurez les slides, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont impliquées dans cette construction de composants électroniques, parce que si vous n'avez pas ces composants électroniques, finalement, on ne peut pas utiliser l'IA générative. Donc, dès que je vais avoir mes composants électroniques, il va falloir les combiner à d'autres systèmes. Et donc là, c'est ici qu'on va parler de l'infrastructure. Donc évidemment, ce qui est important avec les data centers ou le cloud, ça va être les opérateurs télécoms, comme Orange, comme n'importe quel opérateur qui vont nous permettre justement d'avoir une bonne connexion avec les différents data centers ou les différents cloud providers. Donc, on va avoir donc tous ces data centers vont être interconnectés au sein d'un réseau et on va avoir des logiciels supplémentaires qui vont nous permettre d'interagir avec les modèles d'IA générative.
Donc, chez AWS, on va avoir par exemple Amazon SageMaker qui va vous permettre de faire du machine learning et d'utiliser ces IA génératives. Si vous voulez utiliser de l'hardware NVIDIA, vous allez devoir passer aussi par des librairies qui s'appellent CUDA. Et donc, cette infrastructure, vous allez pouvoir soit l'avoir on-premise, mais ça peut avoir un coût assez important et il y a une demande très forte aussi sur la volonté d'avoir du GPU pour utiliser les modèles de machine learning et spécifiquement d'IA générative. Mais sinon, vous pouvez donc utiliser les cloud providers comme AWS avec des différentes capacités. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a Amazon et AWS qui créent leurs propres composants électroniques. Donc, il y en a un qui va être spécifique pour l'entraînement, donc ça s'appelle Trainium. Et vous en avez un autre qui va être spécifique pour l'inférence qui s'appelle Inferentia. Parce que donc vous avez les différentes phases de machine learning, dont l'entraînement et l'inférence quand votre modèle est performant et prêt, et ça demande des capacités de calcul assez différentes. Donc AWS fournit des capacités concrètes, puisqu'on a en fait un labo de recherche et développement, et donc on a créé 2 puces distinctes, une pour l'entraînement et une pour l'inférence. Mais du coup, les modèles de fondation, on ne va pas les créer par nous-mêmes. On va plutôt utiliser les modèles qui existent sur le marché. Donc, on va avoir des modèles qui sont open source. C'est des modèles donc, comme Palm 2, comme Falcon, peut-être que vous avez entendu parler. Et c'est des modèles que vous pouvez trouver soit sur Internet que vous pouvez télécharger, soit sur Hugging Face. Hugging Face, c'est un répertoire où vous allez trouver plein de modèles. Plein de personnes qui ont fine-tuné, qui ont entraîné des modèles pour faire des tâches spécifiques, par exemple. Donc, Hugging Face, retenez bien, c'est un site à connaître dans le monde de l'IA générative. Ensuite, vous avez d'autres types de modèles qui vont être quand même des modèles propriétaires, mais qui expliquent un peu plus comment ça a été entraîné. Mais et ça, c'est la difficulté, on ne sait jamais sur quoi ça a été entraîné. Ou en tout cas, il donne très peu d'informations. Et on en reviendra après sur les risques. Donc, vous avez Facebook, Meta, qui a donc lancé Llama 3. Et vous avez Mistral, par exemple, qui est une start-up française. Donc, dans l'écosystème de l'IA générative, on a les Américains qui sont plutôt bien avancés. Vous avez une start-up française qui s'appelle Mistral AI, dont on va parler tout à l'heure, qui produit un modèle assez performant. Et pour l'instant, on a la Chine. On ne sait pas trop pour l'instant à quel point ils sont avancés. Peut-être qu'ils sont en train de travailler très dur sur un modèle. Mais pour l'instant, c'est vraiment les Américains qui sont en avance sur cette partie-là. Et donc, les Américains, ils ont construit plein de boîtes, plein de startups, sur lesquels donc ils ont investi énormément d'argent pour pouvoir construire des modèles d'IA générative. La startup la plus connue aux États-Unis, ça va être OpenAI, ça va être Anthropic. Donc ensuite, sur les GAFAM, vous avez Google qui a sorti Gemini, vous avez Amazon qui a sorti Titan, et vous avez donc différents modèles. Vous avez des modèles qui vont faire du texte. Vous allez donner un texte en prompt, il va vous sortir un texte. Vous allez avoir des modèles où vous allez donner une image, il va vous sortir une image. Vous allez pouvoir aussi donner une image et il va vous donner du texte. Donc, il y a différents types de modèles. Les modèles où on va donner, par exemple, donc, un input et un output qui vont être de formes différentes, c'est un modèle multimodal. C'est le nom que vous donnez. Et donc, vous avez Claude 3. Claude 3.5 et vous avez OpenAI et les nouvelles versions de ChatGPT qui font du multimodal. Vous avez Gemini aussi qui fait du multimodal. Enfin, donc ces modèles-là, vous pouvez les requêter de différentes façons. Soit vous les requêtez via des API. Donc côté AWS, vous avez Amazon Bedrock qui vous permet en fait d'envoyer un prompt. Vous choisissez un modèle et il va vous sortir la réponse, l'output. C'est plutôt simple,
C'est serverless, c'est-à-dire que vous n'allez pas manager l'infrastructure derrière et c'est plutôt intéressant. Et sinon, vous avez des hubs de modèles comme Amazon SageMaker, où vous allez avoir la possibilité de choisir dans une bibliothèque de modèles. Mais par contre, ici, c'est vous qui allez vous occuper de l'hébergement et de la mise à jour de l'infrastructure si nécessaire. J'espère que j'ai été claire sur ce modèle-là. N'hésitez pas à mettre des questions, je répondrai à la fin de la présentation. Enfin, donc les applications, et là, on va commencer à se projeter sur qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'IA générative. Vous pouvez soit la mettre dans un SaaS. Donc, en fait, les solutions qui sont déjà existantes, ils vont rajouter de l'IA générative. Vous avez, je prends par exemple Instagram, ils mettent des filtres qui vont être générés par de l'IA générative, ou ils vont mettre la génération de description avec de l'IA générative. Sinon, on va intégrer l'IA dans un produit. Donc l'IA dans un produit, par exemple, c'est ce qu'a annoncé Apple. Apple, ils vont développer leur Siri avec de l'IA générative, et donc Siri va être beaucoup plus rapide à nous répondre. Donc Siri, c'est l'agent conversationnel sur iPhone. On va pouvoir, avec l'IA générative, créer nos propres smileys, créer nos propres textes. Donc, c'est ce qu'ils ont annoncé à leur conférence ce mois-ci. Ensuite, vous allez pouvoir aussi créer des nouvelles applications. En fait, vous allez pouvoir construire des choses beaucoup plus rapidement et donc vous allez pouvoir créer des nouvelles startups grâce à l'IA générative. On peut même peut-être demander des idées de startup pour un ChatGPT ou un autre algorithme d'IA générative pour voir quelles sont les tendances actuelles. Et enfin, vous avez aussi l'utilisation brute de l'IA. Moi, j'aime bien utiliser l'IA brute. Donc, je lui pose une question et puis il me donne une réponse. Et puis, on interagit un peu comme un chatbot. Il y a aussi l'IA si vous développez. Donc, en fait, l'IA générative peut vous générer du code. On a un service qui s'appelle Amazon Q chez AWS qui vous permet de générer du code, Amazon Q Developer. Et vous pouvez générer du code dans beaucoup de langages, du Terraform si vous faites de l'infrastructure as code, des langages plutôt full stack, Flutter, React, du statique HTML, CSS, même des requêtes SQL si vous avez une base de données, ou du NoSQL aussi. Les IA sont assez bonnes sur la génération de texte, et après, rien ne vous empêche de vérifier le code. Moi, ce que je dis tout le temps, pour les personnes qui ont peur que l'intelligence artificielle nous remplace, moi, ce que je dis, c'est que c'est un assistant, c'est pas un remplaçant. Elle n'a jamais 100% la bonne réponse, donc il faut toujours vérifier au préalable ce que l'IA générative nous dit. Donc finalement, si on réfléchit, il y a 4 objectifs intéressants avec l'IA générative. Déjà, on va résoudre des tâches beaucoup plus complexes qu'auparavant. L'IA générative, elle est assez bonne à répondre à des calculs ou à lui donner un énoncé et à comprendre ce qu'on veut lui donner dans l'énoncé. Ce qui va nous permettre de gagner du temps. On va peut-être développer un site web beaucoup plus rapidement. On va pouvoir créer des mails de sponsoring ou des mails commerciaux plus rapidement et ensuite on va l'ajuster. Donc on va gagner du coup en productivité. On va plutôt donc se concentrer peut-être sur la préparation d'une présentation plutôt que la création du design, puisque l'IA générative, elle peut nous créer nos propres designs. Et donc, on va être du coup beaucoup plus créatif. L'IA générative peut nous donner plein d'idées différentes. Donc, c'est les 4 objectifs principaux qui sont intéressants avec l'IA générative. Mais je vais quand même parler des différents risques qui peut y avoir avec l'IA générative. Le premier point, c'est la vérité. On ne sait pas si ce que l'IA générative nous donne est totalement vrai. Pourquoi? Parce que ça a été entraîné sur des pétas, voire des exabytes de données.
Mais on ne sait pas à partir de quand ces données ont été prises. Et c'était le problème de ChatGPT 3.5 sur la première version, où ça s'était arrêté aux données de, je sais plus, de fin 2021, il me semble. Donc, faut faire attention à la véracité de ce que ça nous donne. Et faire attention à ce que ça ne diffuse pas de fausses informations. Donc, on a beaucoup la diffusion de fake news qui arrive. On va avoir aussi donc toute une partie toxicité et faire attention au contenu offensant. J'ai un exemple sur la génération d'images. Parfois, et me transformer les personnes avec la mauvaise origine. Donc ça, c'est parce qu'il n'a pas eu assez de diversité d'ethnie et d'origine pour comprendre que cette personne-là, eh ben, on ne devait pas la transformer en une autre origine. Ensuite, on va voir tout ce qui va être propriété intellectuelle. Ça a été entraîné sur des données. On ne sait pas sur quelles données ça a été entraîné. Donc déjà, sur ça, c'est un peu difficile. On a aussi la création de l'IA générative, puisqu'elle se base sur des données existantes. À qui appartient le contenu généré? Est-ce que ça appartient à l'IA qui a construit la startup qui a construit l'IA générative? Est-ce que ça m'appartient? Ça va poser pas mal de questions sur cette partie-là. Et enfin, il y a plutôt la sécurité de vos données. C'est faire en sorte qu'on ne réutilise pas les données que vous mettez pour réentraîner des modèles et sortir des versions supérieures de des modèles d'IA générative. Il y a des mécanismes qui existent, comme par exemple mettre en place des guardrails. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, vous allez mettre une règle qui va dire que si je mets par exemple une donnée personnelle, eh ben, je ne vois pas le prompt à l'IA générative. Par exemple, si je dis je m'appelle Lydia Calfoun, peux-tu me dire combien j'ai sur mon compte bancaire? On va passer le prompt dans le guardrail. Il va détecter qu'il y a une donnée personnelle, Lydia Calfoun. On va rejeter, on va dire ce chatbot n'est pas destiné à vous donner le montant dans votre compte bancaire. Veuillez réitérer votre demande sur le sujet, je ne sais pas, un autre sujet. Et donc ensuite, aussi, dans toute la partie IA générative, il y a des métriques qui existent pour voir que le modèle d'IA générative est sain. À la différence aussi des modèles traditionnels, l'IA générative, on ne va pas vraiment la réentraîner sur nos propres données. On va plutôt lui rajouter un peu de contenu supplémentaire qui va lui permettre donc d'ajuster le prompt. C'est ce qu'on va appeler le RAG. Mais sinon, on ne va pas réentraîner pendant des heures nos modèles d'IA générative, ce qui est assez différent du machine learning et du deep learning. Donc, l'IA générative, c'est une opportunité incroyable pour l'Afrique. Et on va avoir plein de startups qui vont commencer à utiliser l'IA générative. Et donc, je vous en ai trouvé 3. On peut imaginer encore d'autres choses et je vais vous en parler. On a par exemple sur le domaine de la santé Mino Health AI Labs qui a créé MinoChat. Donc c'est une startup ghanéenne et en fait cette solution, elle permet de prendre les scanners médicaux, les mammographies, etc. et de pouvoir prendre et comprendre la radio et pouvoir extraire les différentes informations. Et ça va permettre par exemple aux médecins de comprendre plus rapidement ce qui se passe et de pouvoir avoir un résumé sans avoir vu la radiographie de qu'est-ce qui a été diagnostiqué. Donc, c'est un gain de temps ici pour les cliniciens. Encore une fois, ça implique de vérifier le résultat de l'IA générative avant de partager les résultats aux patients. Ensuite, vous avez une autre startup. Donc ça, c'est une startup sud-africaine qui s'appelle Lelapa AI. Et ils ont construit une application qui s'appelle Vula Vula et qui permet de parler, en fait, quand on est
avec quand on est en ville, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des Sud-Africains, leur population, ne parle pas anglais et il y a beaucoup de dialectes en Afrique du Sud. Donc la communication, elle peut être difficile. Quand on est au supermarché, ça peut être un peu difficile de discuter et donc en fait, ils ont créé une application avec un modèle d'IA générative qui comprend justement l'ensemble de ces dialectes et qui va permettre de communiquer plus facilement avec une population extérieure. Donc ça va permettre de faire de la traduction, ça va permettre de faire du speech to text, donc ils vont écrire avec leur dialecte, on va pouvoir dire à l'oral dans une autre langue. Inversement aussi, du text to speech, et on va pouvoir aussi prendre une photo et extraire les données d'une photo. Donc par exemple, si je prends au supermarché, au marché, une photo d'une banane, il va pouvoir me donner dans la bonne langue le mot banane. Et enfin, dans un autre domaine, donc dans le domaine du Web3, de la blockchain, on a Mazuma, qui est aussi une startup ghanéenne, qui donc a créé Mazuma GPT et qui, eux, accélèrent le développement de smart contracts dans la blockchain pour pouvoir donc être plus rapide sur cette partie-là. Donc vous voyez, il y a des startups qui commencent à émerger. On peut avoir aussi des startups dans l'agriculture sur l'analyse des champs et savoir pourquoi ma plante, elle est dans cet état-là et qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle redevienne grande. Donc il y a plein d'opportunités et ça va que grandir en Afrique. Enfin, donc si on finit sur les actus du mois, ça bouge tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez donc Lumayai qui a sorti un LLM qui permet de créer du contenu vidéo de grande qualité. Donc ça aussi, c'est une opportunité pour vous si vous êtes dans la communication, si vous êtes dans le design, vous allez pouvoir produire plus rapidement et de meilleure qualité des images et des vidéos. Je vous parlais de Mistral AI tout à l'heure. Donc Mistral AI, ce mois-ci, ils ont levé 645 millions de dollars. Et la boîte, elle est valorisée à 6 milliards d'euros. Elle a été créée l'année dernière, cette startup. Donc, on voit que le marché est très, très, très hypé par l'IA générative et je pense que ça va encore continuer quelques années. Et enfin, la dernière actu qui date de 3 jours. J'ai changé encore ma slide il y a quelques jours. Vous avez la startup Anthropic qui lance son LLM Claude 3.5 et qui va permettre, encore une fois, d'améliorer les performances des modèles d'IA générative, de mettre aussi et de faire attention aussi à tout ce qui va être offense. Anthropic, ils sont très forts sur cette partie-là. Ils préfèrent ne rien dire qu'offenser en fait la personne en face. Et encore une fois, tout au long de l'année, il va y avoir encore des nouveaux modèles qui vont sortir. Je sais que j'avais entendu aussi que, alors c'est plutôt je sais plus, mais au niveau donc du Moyen-Orient, qui sont en train de construire un LLM plutôt spécifique avec du langage, avec de l'arabe, parce que les modèles qui sont actuellement dans le marché fonctionnent un peu moins bien avec l'arabe. Mais donc, du coup, il y en a un qui est sorti et ça va faire que progresser. Si j'ai un conseil à vous pour commencer, si voilà, vous êtes développeur, vous connaissez pas du tout l'IA générative et vous avez besoin de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Ce que je vous conseille, c'est PartyRock. C'est gratuit, vous avez juste besoin de faire un compte ou de le connecter avec un Google ou un Facebook et vous allez pouvoir envoyer un prompt. Donc par exemple, créer un trophée et ensuite il va vous créer votre propre application où vous allez pouvoir donc ici dire par exemple le design de votre trophée et il va vous générer le trophée. Donc ça peut vous donner des idées et ça peut être intéressant pour la partie prototype. Vous pouvez donc lui dire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez être vraiment créatif sur cette partie-là.
Je vais vous montrer d'ailleurs. Hop. Alors, c'est là. Donc, vous pouvez créer votre propre application. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Donc là, je vais lui dire de me créer une application pour traduire dans un langage africain spécifique. Il va créer une application. Donc, ça prend quelques secondes de créer l'application. Et donc ici, vous voyez que je vais pouvoir écrire mon texte. Il m'a créé mon application. Je vais pouvoir choisir un langage. Et ensuite, donc, il va pouvoir me faire la traduction. Donc là, je vais prendre le langage, je vais prendre Swahili, du coup. Et ici, on va pouvoir retrouver la traduction. On va attendre un peu, donc ça, il y a une petite latence, une dizaine de secondes. Et vous voyez ici qu'il m'a donné la traduction. Donc, vous pouvez faire des applications simples ou très complexes, comme ici. Donc, ça, c'est les instructions qui sont données au LLM avec « OK, il faut que tu me donnes d'abord en français, que tu choisisses le langage et ensuite, vous avez la traduction ». Ensuite, vous pouvez aussi mettre l'application en public si vous voulez la faire tester à d'autres personnes et vous pouvez la partager via un URL et tout ça est totalement gratuit. Donc, partyrock.aws si vous voulez tester. Et je voulais conclure avec une conclusion sur comment vous allez pouvoir accélérer sur l'IA générative. La première chose, c'est essayer vraiment PartyRock. C'est vraiment gratuit, donc ça va vous permettre donc déjà de construire un business case si vous voulez faire quelque chose dans l'IA générative. Si vous ne voulez pas faire quelque chose dans l'IA générative, il n'y a pas de souci. Mais ça peut vous apporter des nouvelles fonctionnalités si vous lancez votre startup qui peuvent être intéressantes pour avoir des fonctionnalités plus impactantes ou plus rapides dans votre application. Et enfin, le dernier point, c'est rester informé. Ça, tous les mois, il y a des choses qui bougent. Donc, suivez sur LinkedIn les startups générales, suivez les cloud providers, suivez AWS sur LinkedIn. Suivez-moi aussi sur LinkedIn si vous voulez, on peut se connecter, il n'y a pas de problème. Je partage aussi pas mal d'informations sur l'IA générative. Donc, restez connectés sur ce sujet-là parce qu'on est vraiment au début. Pour l'instant, tout le monde essaye. Mais d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine, on va avoir des applications, on va avoir des startups qui vont utiliser que l'IA générative et qui vont faire des choses géniales. Donc, continuez de suivre. Les modèles, ils s'améliorent au fur et à mesure. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn. Avec plaisir qu'on reste en contact. Donc, c'était vraiment une introduction. Et du coup, je vais regarder les questions s'il y en a. Alors, il y a pas mal de questions. Alors, oui, j'utilise ChatGPT de manière technique. Moi, pareil, j'utilise Anthropic, mais effectivement, je l'utilise aussi de manière technique. Si j'ai des questions, par exemple, sur AWS, que je trouve pas facilement sur un blog ou sur la documentation, je demande aussi à Anthropic, à Claude 3. Et pareil, si je suis bloquée avec une erreur de code et que j'arrive pas à la résoudre par moi-même, je copie-colle l'erreur de code et ça me permet donc de débugger mes erreurs. Alors, comment le modèle GPT s'aligne par rapport au réseau de neurones? Est-ce lui-même un réseau de neurones? Très bonne question. En vrai, oui. C'est juste qu'en fait, c'est vraiment démultiplié, mais sur des milliards et des milliards de paramètres. Donc, en soi, oui, il faut voir l'IA générative comme un sous-ensemble du deep learning. Et en fait, le deep learning, c'est un sous-ensemble aussi du machine learning. Donc, c'est vraiment juste des modèles beaucoup plus complexes à gérer d'un point de vue humain parce que les paramètres sont beaucoup plus importants. Mais effectivement, en lui-même, c'est un réseau de neurones. Peut-on faire tourner les modèles sur des CPU, même pour l'inférence? Alors, pour l'inférence, il y a des modèles en fait qui sont plus légers
et qui pourraient tourner sur du CPU. Par contre, sur la partie entraînement, c'est vraiment des modèles qui sont plus complexes, qui ont encore une fois des millions, voire des milliards de paramètres, et plutôt des milliards de paramètres. Et sur du CPU, on serait beaucoup moins performant. Donc, c'est pas forcément ce que je conseille de faire tourner des modèles sur du CPU. Comment faire le choix du modèle adéquat selon notre use case? Très, très, très bonne question. C'est justement le point de ce que je vois chez les clients. Il y a un tableau, et je vous le mettrai dans la présentation pour ceux qui veulent récupérer la présentation. Il y a un tableau qui résume un peu les performances de chacun des modèles sur différentes tâches. Donc, c'est des benchmarks qui sont publics, qui vont évaluer les différents modèles d'OpenAI, les différents modèles de Claude, sur des tâches de résolution mathématique, de génération de texte, de pensée, d'intuition. Et selon le cas d'usage, effectivement, d'après les benchmarks, les modèles ont des scores différents. Donc, c'est vrai que c'est la partie la plus dure dans le sens où, effectivement, il y en a tellement des modèles qu'on a envie de tout tester. Et donc, d'un côté, en fait, on va perdre un peu de temps. Donc, il faut bien s'appuyer. Le premier point, le premier conseil, c'est bien s'appuyer déjà sur les benchmarks qui existent sur Internet. Sur la génération de code, par exemple, je crois que Claude 3.5 est très bon par rapport à ChatGPT. Donc, il y a des cas d'usage comme ça qu'il faut regarder. Le multimodal aussi, Claude 3 était déjà très bon. Donc, pour détecter des insights d'images vers du texte. 3.5 qui est encore très bon aussi. Donc, c'est vrai qu'il faut tester les différents cas d'usage. Il faut regarder les benchmarks et voir donc quel est le modèle le plus pertinent. Comment vérifier les infos générées par les IA génératives? Très bonne question. Que des bonnes questions. Donc, comment vérifier? Alors, souvent, ce qu'on va voir dans les étapes d'IA générative, par rapport au machine learning traditionnel, on va passer beaucoup moins de temps sur l'entraînement du modèle parce qu'ils sont déjà entraînés, ces modèles. On ne va pas avoir besoin de les entraîner. Et donc, ce qu'on va faire, et ça existe sur AWS d'ailleurs, c'est qu'on va dire, OK, je vais faire tester ce modèle à une population. Je vais faire du bêta testing où je vais dire que je vais envoyer une liste de questions à mes bêta-testeurs et ils vont tester le modèle par rapport à ces questions. Et ensuite, ils vont noter de 1 à 5 si le modèle est bon ou pas. Et donc ensuite, vous pouvez faire ça, envoyer ces questionnaires aux bêta-testeurs et ensuite, ça va vous sortir donc un résumé de est-ce qu'il répond bien aux questions ou pas. Et suite à ça, vous pouvez mettre en place des actions pour améliorer le modèle. La première chose qui est la plus facile, c'est le prompt engineering. Le prompt engineering, c'est quoi? C'est rajouter plus de descriptions sur l'IA générative, sur le prompt. Pourquoi? Parce que il faut comprendre, l'IA générative, c'est comme un enfant. Il faut lui décrire exactement ce qu'il doit faire. Il faut lui donner le contexte, il faut lui donner à la place de quelle personne il se met pour qu'il comprenne exactement la tâche qu'il doit exécuter. Et bien peut-être que si les informations sont pas bonnes, peut-être que vous n'avez pas assez bien décrit ce qu'il doit faire et c'est pour ça qu'il a mal compris. Mais après, effectivement, pour vérifier est-ce que l'information est vraie, moi, j'ai eu le cas avec un client où il a dit qui est le créateur de et le nom de la boîte. Et ChatGPT s'est trompé. Et en fait, nous, on le savait, mais effectivement, il peut y avoir des problèmes s'il donne des mauvaises informations. Donc ça aussi, c'est des cas qu'il faut identifier en amont pour pouvoir y remédier et vérifier qu'il donne les bonnes réponses ou non. Mais il n'y a pas énormément de façons techniques de le faire. Merci pour ces excellentes réponses, Lydia. On a eu des questions vraiment intéressantes. Ouais. Mais on a demandé de 5 minutes, donc je vais conclure
Merci à tous hein, pour votre participation active et vos questions pertinentes. Nous espérons que cette session vous a apporté les éclaircissements sur l'écosystème de l'IA générative et que vous repartez avec des idées claires, avec les outils pour avancer dans vos projets. Et n'hésitez pas à continuer la conversation, comme Lydia l'a dit, que ce soit sur LinkedIn ou sur les salons. Et un grand merci à elle hein, pour sa présentation claire et enrichissante. Euh, donc, je vous donne le mot de la fin pour finir. Allez. Non, mais alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Et je vois, il y a une question sur les formations. Je pourrais aussi vous envoyer les formations sur Skill Builder pour AWS. Et donc, le mot de la fin pour vous, déjà, avant que je ferme la session. Non, mais je vous remercie beaucoup de l'accueil. Merci aussi aux modérateurs et à toute l'équipe qui a travaillé sur la présentation. C'est une opportunité incroyable que vous ayez cette journée, donc profitez-en. Et voilà, si vous avez besoin de me recontacter, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Merci tout le monde. Allez, Merci tout le monde. à tout à l'heure.